Bonjour. Aujourd'hui, on va plonger dans les écrits d'un penseur assez fascinant, le psychologue et philosophe William James. Bonjour. On a mis la main sur des extraits de son ouvrage Talks to Teachers, qui date de la fin du 19e siècle. Et notre mission, c'est de voir comment ces idées sur l'éducation, nos habitudes ou la quête de sens, comment tout ça résonne encore aujourd'hui. Oui, et c'est parfois vraiment déconcertant. Ce qui est intéressant avec ce texte, c'est déjà le titre. Talks to Teachers. Il s'adresse aux enseignants, mais on comprend très vite que la salle de classe, c'est un peu un prétexte. Ah oui, En réalité, il s'adresse à tout le monde. Il essaie de décortiquer le fonctionnement de notre esprit de manière très concrète. C'est presque un manuel d'utilisation pour comprendre comment on apprend, bien sûr, mais surtout comment on vit. Comment on mène une vie qui a du sens, quoi. c'est ça. On sent qu'il cherche des clés pratiques. Du coup, notre exploration va s'articuler autour de quelques-unes de ces grandes idées. On va commencer par sa vision de l'enseignement, qui est assez surprenante. Mhm. Puis on verra le pouvoir immense qu'il accorde à nos habitudes. Ensuite, on se penchera sur la façon dont notre esprit interprète le monde. Et on terminera sur sa réflexion la plus profonde, presque philosophique, sur ce qui rend une vie significative. On est parti? Allez, c'est parti. Alors, commençons par l'enseignement. Ce qui m'a frappé tout de suite, c'est que James semble dire à tous les théoriciens de son époque « calmez-vous un peu ». Il affirme que la psychologie en tant que science ne peut pas dicter comment enseigner. Oui, Il a même cette formule assez piquante « la science de la logique n'a jamais appris à un homme à raisonner juste ». C'est assez provocateur, non? c'est très provocateur, surtout pour son époque où la science triomphe. Ce qu'il fait, en fait, c'est une distinction qui est cruciale entre la science et l'art. Pour lui, enseigner, c'est un art. Ce n'est pas une science appliquée. D'accord. La psychologie, c'est la science. Elle peut nous donner des lois générales, un cadre, des principes à ne pas violer. En gros, elle dessine la carte du territoire. Mais elle ne nous dit pas comment naviguer. Ah, j'aime bien cette analogie de la carte. Et ça, la navigation, c'est le rôle de l'enseignant en tant qu'artiste. Avec son intuition, son inventivité, sa capacité à s'adapter à l'élève qu'il a en face. L'art d'enseigner, dit-il, il naît dans la salle de classe, pas dans un laboratoire. Pas dans un laboratoire, sur le terrain. Exactement. Mais ça implique une énorme responsabilité pour l'enseignant, du coup. Si la science ne donne pas de recette toute faite, alors tout repose sur son jugement, sur son art. Ça veut dire qu'il peut aussi se tromper lourdement. Bien sûr. C'est le risque de tout art. Mais pour James, l'alternative, c'est-à-dire un enseignement standardisé, mécanique, qui viendrait de principes abstraits, eh bien c'est bien pire. Il fait confiance à l'intelligence pratique. D'accord. Alors si l'enseignement est un art, quel est le principal matériau que l'enseignant artiste doit travailler? Pour James, la réponse est hyper claire. Ce sont les habitudes. Il est obsédé par ça. Ah oui, complètement. Il parle de la plasticité de notre cerveau, ce qui est une intuition géniale pour l'époque. Et il dit que le but de l'éducation, c'est de rendre nos bonnes habitudes automatiques, pour qu'on n'ait plus à y penser. Et ça libère notre conscience pour des choses plus importantes. Et il est incroyablement concret sur la méthode. Pour lui, quand on lance une nouvelle habitude, il faut le faire avec le plus de force et de détermination possible. Il faut créer un élan. C'est là qu'il raconte cette anecdote, non? Oui, l'anecdote formidable d'un certain Rudolf en Autriche qui veut arrêter de boire. Pour sceller sa promesse à sa femme, il ne se contente pas de le dire. Il publie une annonce dans le journal local. Non. Si, il promet une belle somme d'argent à quiconque le surprendrait dans un certain bar après une certaine date. C'est génial. C'est une version 19e siècle du pote à qui on rendait compte, quoi. Il se crée une pression sociale volontaire. C'est exactement ça. James adore cette stratégie. Il dit qu'il faut envelopper sa résolution de toutes les aides possibles, prendre des engagements publics, changer son environnement. La volonté seule ne suffit pas. L'action, c'est ça qui compte. Les bonnes intentions ne suffisent pas. Voilà, les beaux sentiments, ça ne mène à rien si ça ne se traduit pas par un acte concret, là, maintenant. Il cite d'ailleurs John Stuart Mill. Un caractère est une volonté complètement façonnée, et elle se façonne par la répétition d'actes. On est en plein dans la discipline, la rigueur. Et pourtant, il introduit une idée qui semble aller dans le sens inverse. Une idée qui est peut-être encore plus pertinente pour nous aujourd'hui. Oui, c'est le contrepoint, la relaxation. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il oppose cette discipline de l'habitude à ce qu'il appelle la surintensité américaine. On croirait lire une critique de notre culture de la productivité toxique actuelle. Mais c'est fou, il écrivait ça il y a plus de 120 ans. Il raconte une rencontre avec des penseurs hindous et il est absolument stupéfait par leur calme. L'un d'eux lui avoue que la vue des visages américains, tous contractés par l'habitude de la surintensité et de l'anxiété, lui est presque douloureuse.
Et que propose-t-il du coup? De juste se calmer? Non, parce qu'il sait que ça ne marche pas comme ça. Il observe que ses interlocuteurs hindous, ils ont une pratique. Une habitude, justement. Ils s'isolent au moins une demi-heure par jour, dans le silence, pour détendre leurs muscles, contrôler leur respiration, méditer. C'est une discipline active de la relaxation. D'accord. Et James en conclut que cette tension permanente de ses compatriotes, ce n'est pas une fatalité, c'est une mauvaise habitude. Une habitude psychologique et sociale, basée sur l'imitation. On voit les autres être tendus et on imite cette tension. Cette idée qu'on imite l'anxiété ambiante, ça me fait penser à la façon dont notre esprit filtre la réalité en permanence. On ne réagit pas au monde tel qu'il est, mais à la version qu'on s'en fait. C'est lié à ce fameux concept d'apperception. On y est en plein. La transition est parfaite. La perception, c'est un mot un peu technique, mais l'idée est toute simple. C'est le processus par lequel notre esprit comprend quelque chose de nouveau en le connectant à quelque chose qu'il connaît déjà. On plaque constamment nos anciennes expériences sur les nouvelles. Pour leur donner un sens, Voilà. On ne peut pas s'en empêcher. C'est automatique. et là encore, il a des exemples qui rendent l'idée limpide. Oui, des exemples merveilleux. Celui de l'enfant qui voit une fougère pour la première fois. Il ne sait pas ce que c'est. Il regarde cette forme et il s'exclame. C'est un pot de plumes vertes. Ah oui. Il a connecté ce nouvel objet, la fougère, à l'objet le plus ressemblant dans son catalogue mental, des plumes. Il a aperçu la fougère comme une plume. Il y a aussi cette histoire incroyable du petit garçon qu'on emmène voir les chutes du Niagara. Un spectacle grandiose, les parents s'attendent à ce qu'il soit émerveillé, il le laisse contempler, puis sa mère lui demande « Alors, mon chéri ?» Et le gamin répond très sérieusement C'est le genre de spray que j'utilise pour mon nez. « C'est ça, c'est incroyable, c'est brillant !» Il a ramené l'un des spectacles les plus impressionnants du monde à la seule chose comparable dans son univers, un spray nasal. Ça montre bien qu'on ne voit jamais le monde de manière neutre, on le voit toujours à travers le filtre de notre propre vie. Et là où ça devient vraiment puissant, c'est quand il applique cette idée à nos choix, à notre volonté. La manière dont on nomme une situation, ça peut changer complètement notre comportement. Absolument. Il prend l'exemple d'une personne qui lutte contre l'alcoolisme. La tentation se présente. Son esprit va lui proposer plein de noms pour l'acte de boire ce verre. C'est juste pour être sociable, c'est pour fêter une bonne nouvelle, c'est pour ne pas vexer mon hôte. Exactement. Si la personne choisit l'un de ces noms, une de ces apperceptions, dit James, elle est perdue. Son destin est scellé par le mot qu'elle a choisi. Ah, donc le choix du nom est le premier acte de volonté qui conditionne tout le reste. C'est le point de bascule. C'est le point de bascule. Et James continue. Si, au contraire, cette personne rejette toutes ces étiquettes flatteuses et s'en tienne à la description la plus crue, la plus vraie pour elle, être un ivrogne, être un ivrogne, être un ivrogne, alors elle se place sur le chemin du salut. Elle se sauve elle-même en pensant juste, en fait. Voilà. Le pouvoir des mots sur la volonté est immense. Peur, donc je fuis. James inverse complètement la causalité. Il dit « Nous sommes tristes parce que nous pleurons. Nous avons peur parce que nous fuyons. » Attendez, ça c'est complètement contre-intuitif. Donc, si je me sens démotivé, la solution serait pas d'attendre l'envie, mais de me forcer à agir comme quelqu'un de motivé. Et le sentiment suivrait. C'est vertigineux comme idée. C'est vertigineux, mais c'est le cœur de sa psychologie pratique. Il affirme que si on pouvait supprimer toutes les manifestations physiques d'une émotion, le cœur qui s'accélère, les paumes moites, l'émotion elle-même disparaîtrait. La conclusion est radicale. Puisque nos actions sont sous le contrôle de notre volonté et que nos émotions suivent nos actions, on peut indirectement sculpter notre vie émotionnelle. Pour se sentir joyeux, il faut agir joyeusement, se tenir droite, sourire. C'est un peu le fait semblant jusqu'à ce que ça devienne vrai avant l'heure, quoi. Donc si on peut modeler nos actions et par là nos émotions, en choisissant comment on voit les choses, ça nous amène à une question encore plus vaste. Comment est-ce qu'on voit la vie des autres ? On dirait que toutes ces idées convergent vers un truc plus grand. C'est exactement ça. On arrive au sommet de sa pensée dans ce livre. James soutient qu'on souffre tous, fondamentalement, d'une certaine cécité. Un aveuglement qui nous empêche de voir la signification profonde, la joie que les autres trouvent dans leur propre vie. On les juge de l'extérieur avec nos propres critères. Voilà. Et on passe complètement à côté de leur réalité intérieure. Il a un exemple pour illustrer ça, j'imagine ? Un exemple très personnel et très puissant. Il raconte un voyage dans les montagnes de Caroline du Nord, dans des zones qui venaient d'être défrichées. De son point de vue d'intellectuel habitué aux paysages préservés, c'est un spectacle d'une laideur absolue. Des souches calcinées, des arbres abattus. Un massacre, quoi. Pour lui, c'est ça. Une dénudation de la nature.
Il est déprimé par ce qu'il voit. Et puis, il se met à discuter avec les habitants. Et l'un d'eux lui dit, en regardant ce paysage qu'il trouve si laid, « Tout ce que vous voyez ici représente une victoire. » Ah, Et là, James a une révélation. Il comprend qu'il a été totalement aveugle. Pour ces gens, ces souches ne sont pas le symbole de la destruction, mais de la conquête. Chaque arbre abattu, c'est de la sueur honnête, une victoire personnelle. C'est la promesse d'une récolte. ce qui était pour lui une image de désolation était pour eux un poème épique. Il était aveugle à la signification intérieure de leur vie. Et c'est cette signification qui est la seule vraie réalité d'une existence pour James. C'est là qu'il se tourne vers la littérature et il cite un long passage de Robert Louis Stevenson, Les porteurs de lanternes. Ah oui, c'est une très belle histoire. Stevenson y raconte un jeu secret de son enfance. Avec ses amis, ils achetaient des petites lanternes, les allumaient et les cachaient sous leur manteau. De l'extérieur, on ne voyait qu'un groupe de gamins un peu sombres. Mais intérieurement, chacun exultait, transporté par la petite flamme secrète qu'il portait. C'est une image tellement, tellement puissante. Ça fait penser à toutes ces passions invisibles que les gens nourrissent. De l'extérieur, on ne voit rien, un quotidien banal, mais à l'intérieur, c'est ça qui les illumine. Et c'est la conclusion de Stevenson que James reprend avec une force immense. Manquer la joie, c'est tout manquer. La vraie réalité d'une vie, c'est cette joie intérieure, cette lanterne cachée, qui est presque toujours invisible à l'observateur. Et qui serait pour lui l'antidote à cette cécité, quelqu'un qui arrive à voir les lanternes des autres. L'idéal absolu, pour lui, c'est le poète Walt Whitman. Il l'admire profondément. Whitman, c'est celui qui a totalement surmonté cette cécité. Pour lui, le simple fait d'observer les gens sur un omnibus à New York ou de traverser la rivière sur un ferry, ça devient une expérience quasi mystique. Il ne voit pas des vies banales. Non. Il perçoit l'insondable signification et importance de chaque existence. C'est une vision incroyablement démocratique du sens. Le sens n'est pas réservé aux héros. Il est potentiellement partout. Si on essaye de rassembler tout ça, l'analyse de James nous offre un mélange assez unique. On part de conseils très pratiques sur comment forger une habitude. On passe par de mécanismes psychologiques sur comment on construit notre réalité. Et on arrive à une réflexion très profonde sur la valeur d'une vie. Et on se rend compte que tout est lié. Notre cécité à la joie des autres, c'est la racine de notre intolérance. La discipline de l'habitude, ce n'est pas juste un truc de développement personnel, c'est ce qui nous donne les outils pour poursuivre un idéal. Et la manière dont on nomme le monde, c'est ce qui détermine nos actions. Et donc nos émotions et notre caractère. Au fond, James nous lance une double invitation. Être plus rigoureux avec nous-mêmes et infiniment plus curieux, plus bienveillant envers la vie intérieure des autres. C'est une belle conclusion. Et pour la pensée finale, James nous laisse avec une sorte de définition universelle de ce qui donne du sens à la vie. Il dit que ce qui rend une vie significative, peu importe son contenu, c'est toujours le même mécanisme, le mariage d'un idéal, quel qu'il soit, avec de la fidélité, du courage et de l'endurance. Actuelle que jamais, c'est celle-ci. Au-delà de la fidélité à nos propres idéaux, comment peut-on apprendre à reconnaître la noblesse et la joie du combat des autres, même et surtout quand leur quête, leur lanterne secrète, nous semble, de notre point de vue aveugle, totalement étrange ou insignifiante?